Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de budget. J'ai énormément parlé de mon budget actuel, du budget que j'avais il y a 7 ans quand j'étais en CDI et que je gagnais 1400 € par mois. À l'époque, j'avais réussi à économiser 20 000 € en 2 ans et ce qui était beaucoup revenu, c'est qu'on m'avait demandé comment j'aurais fait ce que j'aurais fait si j'avais été dans une situation différente, donc si j'avais été célibataire. J'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui des choix de vie que j'aurais pu mettre en place si aujourd'hui je me retrouvais dans cette situation-là, c'est-à-dire d'être au SMIC et célibataire. Bien entendu, ce n'est pas un tuto, c'est pas quelque chose que l'on peut appliquer à la lettre. Je vais parler de choix de vie qui peuvent me correspondre en fonction de ma situation, de ce que j'aime faire, du fait aussi que je n'ai pas d'enfants, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ma vision des choses sur ce sujet. Concernant le travail, supposons que je reprenne donc mon ancien travail qui était cuisinière en restaurant vegan. La dernière offre pour laquelle j'avais postulé, c'était juste avant que j'arrive à vivre de ma chaîne YouTube. C'était un travail donc en 35 heures dans un restaurant vegan qui avait une convention fast-food, c'est-à-dire qu'il payait au SMIC et pas plus que le SMIC. Alors c'est vrai que souvent on peut réussir à trouver quand on travaille en cuisine pour un petit peu plus que le SMIC, c'est jamais énormissime non plus, enfin ça dépend évidemment si on est un chef, etc., si on a de grandes compétences ou si on travaille dans des restos un petit peu normaux. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les métiers les mieux payés, mais souvent on peut quand même gagner un peu plus que le SMIC, mais surtout très souvent on peut partir sur beaucoup d'heures supplémentaires puisque dans la restauration, en tout cas dans mon expérience de la restauration, il y avait souvent beaucoup de travail, donc si on voulait faire plus d'heures, on pouvait. Mais là on va se baser du coup sur le SMIC qui correspond aujourd'hui à 1400 €, 1398 précisément, mais on va rester sur des chiffres ronds. Et également si je ne trouvais pas de travail en tant que cuisinière dans un resto vegan, parce que c'est pas forcément les boulots de cuisinière qui manquent, mais par contre c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 36 000 restaurants vegan à Marseille. J'ai aussi été serveuse, je peux aussi travailler dans le service, et généralement c'est pareil, ça démarre au SMIC, on peut gagner plus selon les heures que l'on fait, etc., selon les contraintes du travail, mais on va se baser sur le SMIC dans tous les cas. Et en théorie, je pourrais aussi avoir la prime d'activité et des APL, donc environ 250 € de prime d'activité, peut-être environ 100 € d'APL. Je ne vais pas les compter dans ce budget parce que je veux me baser sur plus ou moins le SMIC en sachant que je pars sur une base de travail salarié, mais par exemple, avec le travail que je fais, je peux aussi me retrouver avec une baisse de revenus et me retrouver à plus ou moins le SMIC, sauf qu'en étant auto-entrepreneur, dans ce cas-là, c'est sans compter les aides éventuelles en plus, parce que c'est vrai que certes, on paye pas énormément de cotisations quand on est auto-entrepreneur, enfin, on paye aux alentours de 23% de charges, mais par contre on n'a pas forcément tous les avantages qui viennent avec le salariat. C'est pour ça que je vais me baser ici sur 1440 € pour ce budget. Étant donné que je pars du principe que je travaillerai dans un restaurant, je ne vais pas compter de titres restaurant, mais il y a beaucoup d'emplois dans lesquels on en a. Mais par contre quand on travaille en restaurant, c'est vrai que généralement on mange sur place pendant son service en tout cas, et selon aussi l'organisation du restaurant, etc., parfois on peut réussir à récupérer pas mal de restes. C'est vrai que dans le précédent restaurant dans lequel j'ai travaillé, je récupérais énormément de restes parce que parfois il y avait des choses de la mise en place qu'on n'allait pas récupérer pour le lendemain pour les resservir, mais qui par contre étaient totalement comestibles et qu'on pouvait ramener à la maison. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais un budget course très réduit, mais là on se basera quand même sur un budget course classique, mais voilà, ça peut être un avantage en plus. Et nous passons maintenant au poste de dépenses. Donc le plus important, ce sera le logement, évidemment. Moi je resterai à Marseille parce que j'aime énormément vivre dans cette ville. Je vous l'ai dit, c'est pas un tuto de comment vous pourriez faire, c'est vraiment ce que moi je ferais dans ma situation. À Marseille, le prix de l'immobilier il est quand même assez élevé, c'est pas aussi élevé qu'à Paris, c'est beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'îles de France, donc voilà, ça dépendra évidemment de chaque situation. Je me suis basée sur le fait que les restaurants à Marseille sont généralement dans le centre, autour du 1er et 6e arrondissement, donc je resterai plutôt dans cette zone-là si je cherchais un appartement. J'ai focalisé ma recherche sur les 2e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissement de Marseille. Ce sont quand même des quartiers plus ou moins chers, enfin on n'est pas dans les quartiers les moins chers de Marseille. Le 7e ça peut monter assez vite, mais globalement dans chacun de ces arrondissements, j'ai trouvé quelques biens qui pouvaient correspondre à mes critères, c'est-à-dire maximum 470 € de loyer, c'est-à-dire à peu près un tiers de mes revenus. Je voulais que ce soit pas trop petit, donc on se base plutôt sur un studio de 16 à 25 mètres carrés. Sinon j'ai trouvé des appartements en colocation avec des chambres assez grandes, il y avait des appartements très bien entretenus, très beaux. Je voulais quelque chose de meublé aussi, c'est vrai que moi dans ma façon de faire les choses, tant que je ne possède pas les murs, je n'achète pas les meubles. C'est ce que j'ai toujours appliqué, donc je pense que j'appliquerai ça aussi. On se baserait donc sur un loyer de 470 € en studio individuel, même si l'offre de la colocation existe aussi, mais ça je sais vraiment que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc je voulais quand même si c'était en fonction de moi, faire quelque chose qui pouvait parler à pas mal de monde aussi.
Pour l'assurance habitation, je me suis basée sur 15 €, ça dépend pas mal, mais globalement c'est à peu près ce que je payais pour mon ancien appartement de 40 mètres carrés, donc je compte toujours un petit peu à la hausse parce que je veux pas que le budget soit faussé. En électricité, j'estime à 30 € par mois parce que pour un petit appart de 20 mètres carrés que normalement je ne chaufferai pas, étant donné que dans tous les logements que j'ai eus depuis que je suis adulte, je n'ai jamais chauffé chez moi. Et avant, dans notre appartement de 40 mètres carrés, on payait à peu près 50 € pour 2 personnes. Donc je pense que pour une personne, dans un logement de plus ou moins 20 mètres carrés, 30 € ça paraît raisonnable. Après, ça dépend totalement du logement aussi. Si par exemple il est très humide, très mal isolé et qu'il y a besoin de chauffer, ça peut coûter un peu plus. Si par contre je suis en colocation par exemple, ça peut coûter beaucoup moins. Donc voilà, on va estimer à 30 €. Ensuite, une box internet. Donc ça, étant donné que je suis seule, c'est là où ça fait mal parfois, c'est que ça revient à 30 € pour moi toute seule. Parfois, il y a des solutions. J'ai déjà eu des commentaires qui m'ont dit qu'ils partageaient une box avec leurs voisins. Par exemple, quand on a des petites surfaces, qu'on est à côté, c'est vrai que des fois, on peut mutualiser la box. Parfois, il y a la solution d'utiliser le partage de données avec son abonnement téléphonique. C'est vrai que c'est souvent moins pratique quand on utilise beaucoup Internet, mais vraiment, ça dépend de notre usage aussi. Je vais compter 30 €, mais on pourrait faire moins. Pour les courses, je vais me baser sur un budget de 140 € pour le mois. C'est ce que je dépense actuellement pour moi. Vu qu'on est en couple, on dépense 280 € pour deux. Donc je me base sur ce budget en sachant qu'il y a de fortes chances de dépenser beaucoup moins si je travaille en restauration. Le fait d'être dans le centre-ville peut aussi me permettre d'avoir des paniers de récup par exemple et des bons plans comme ça. Mais il y a aussi les magasins qui coûtent parfois un peu plus cher que là où j'habite actuellement. Donc voilà, ça dépend totalement. Ensuite en mutuelle, je me suis basée sur 40 € avec donc la moitié qui m'est remboursée dans mon salaire par l'employeur. J'ai compté aussi une carte de transport à 40 € par mois. Donc selon où j'habite, c'est pas forcément indispensable, mais vu qu'il y a la moitié remboursée par l'employeur, je pense que 20 € par mois ça reste assez intéressant. Actuellement, il me semble que je dépense un petit peu moins que ça, mais après, en travaillant tous les jours, peut-être qu'il y a des jours où il pleut, j'ai pas envie d'y aller en marchant, etc. Le fait que ça reste intéressant d'avoir la moitié remboursée, et qu'à Marseille, dans son abonnement de transport en commun, on peut avoir les vélos électriques inclus dedans et on a aussi les navettes maritimes inclus, donc voilà, ça peut être assez intéressant. Je pense que je me dirigerai vers cette offre, à moins peut-être, je sais pas, si j'habite vraiment à 5 minutes de mon travail et que j'utilise pas assez de tickets dans le mois pour que ça vale un abonnement, mais sinon je pense que je le prendrai. Ensuite, je pense que je garderai la catégorie dons, donc je donne 10 € par mois, 10,20 € je crois avec les frais de l'application, à un refuge. Je pense que je le garderai sauf situation financière vraiment difficile. Normalement, ça s'intégrerait dans le budget. Ensuite, en forfait téléphonique, actuellement je paye 11,99 €, j'ai un abonnement chez Bouygues avec 100 Go il me semble de données à utiliser. Je pense que je garderai le même parce que j'en suis satisfaite, mais après ça dépend si ça capte bien là où je vais habiter, etc. Après potentiellement on peut se mettre sur les données comme je vous le disais avant au lieu d'avoir une box. Ça fait quand même faire des économies, ça dépend de son utilisation d'internet, mais c'est vrai qu'il paraît que c'est beaucoup moins écologique d'utiliser la 4G que d'utiliser la Wi-Fi chez soi. Mais après c'est pas forcément quand on a le plus petit budget, on a tendance à pas forcément avoir le mode de vie le plus irresponsable possible d'un point de vue écologique, donc c'est pas forcément à ces personnes-là de faire le plus d'efforts, mais voilà, ça peut toujours être une option en cas de difficulté financière, mais il paraît que c'est mieux d'utiliser une box, donc peut-être que le fait de mutualiser la box avec un voisin peut être mieux. Un budget que je n'avais pas à l'époque où je gagnais plus ou moins le SMIC mais qu'aujourd'hui je me verrais très mal retirer, c'est le tennis. Je dépense 36 € par mois pour mon abonnement pour pouvoir aller au tennis autant que je souhaite et avoir 20 cours collectifs par an. Ça c'est quelque chose que j'aimerais garder même si j'avais un plus petit budget, et si jamais je suis dans un coin où il n'y a pas la possibilité de faire du tennis parce que c'est plus compliqué en centre-ville, en fait il n'y a pas forcément de terrain accessible. Enfin je sais que c'était ma problématique là où j'habitais avant et c'est pour ça que je faisais pas de tennis. Donc éventuellement ce budget irait dans un autre sport, idéalement de raquettes, je sais pas, peut-être du badminton si j'en trouve à côté, mais ça me manquerait quand même pas mal de plus faire de tennis. Ensuite pour la catégorie loisirs, resto, vêtements, les achats divers, je compte un budget de 100 €. Me connaissant, il y aurait moyen que je fasse moins si j'étais vraiment dans l'optique de me créer un apport pour un projet. J'ai une bonne résilience quand j'ai vraiment un objectif en tête, mais après ça dépend aussi, si c'est sur du long terme, on a besoin de divertissement. Donc je sais par exemple que j'irai voir mes parents déjà, ce qui coûte de l'argent pour prendre un billet de bus pour aller chez mes parents. Pour les vacances, je pense que je partirai sur des voyages en Ouigo par exemple, ou en covoite qui coûtent pas trop cher. D'ailleurs il paraît que les Ouigo c'est un des modes de transport les plus écologiques possibles pour des longs trajets, parce qu'en fait on est tellement serré dans les wagons et il y a tellement de gens finalement au mètre carré quand on prend un Ouigo
que c'est encore plus écologique que prendre un TGV classique. Enfin, c'est ce que j'avais lu quelque part, je sais pas. Vous basez pas dessus, mais en même temps, ça paraît plutôt cohérent. Et après, donc si je prenais des Wigo pour mes déplacements, soit je prendrais des Airbnb pas trop chers pour un court séjour quelque part, ou alors j'irais chez des proches pendant mes vacances. J'ai la chance d'avoir une très grande famille, donc j'ai quand même des gens dispatchés un petit peu partout dans pas mal d'endroits de France et d'autres pays. Au niveau du budget imprévu, ça représenterait 50 € par mois, sachant que si je les dépense pas, c'est pas grave. Étant donné que je n'ai pas de voiture, que j'ai un logement meublé, que j'ai pas d'animaux de compagnie, que j'ai pas d'enfants, le budget imprévu est forcément un peu plus réduit par rapport à d'autres catégories. Donc ça va concerner, je sais pas, potentiel problème, une ampoule à changer, quelque chose qu'il faut remplacer, qui s'est cassé, etc. Mais c'est vrai que il y a des chances que je dépense moins que ça, mais c'est toujours bien d'avoir un budget imprévu, ça permet de ne pas surestimer sa capacité d'épargne et de se retrouver à être toujours déçu par le résultat qu'on a chaque mois parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver. Donc vraiment, il vaut mieux anticiper un plus gros budget imprévu et ne pas le dépenser que l'inverse. Au niveau du total de mes dépenses, ça m'amène donc potentiellement, enfin dans cette simulation en tout cas, à 973 € par mois, en sachant que là j'ai vraiment essayé de tout englober. Normalement je devrais pas avoir de dépenses en plus de tout ce qui a été cité là, en sachant que j'ai le budget imprévu pour voilà ce qui pourrait se passer. Et là on se rend compte finalement que c'est pas tellement différent de ce que je dépense actuellement. En fait ça vient surtout du fait que le coût d'un loyer pour un studio me reviendrait plus cher que ce que je paye actuellement comme mensualité de crédit pour rembourser notre appartement qui fait 58 mètres carrés, qui a un petit jardin, etc. Donc c'est pas un studio. Tout simplement parce que déjà, on avait amené un apport d'à peu près 30% du montant de l'appartement, ce qui aide bien. Et après, on est deux à rembourser l'appartement. Donc forcément, en mettant chacun notre part, ça nous fait économiser par rapport à une petite surface. Il y a aussi le fait que selon les villes, par exemple à Paris, les loyers sont très encadrés alors que le prix de l'immobilier, lui, peut monter très vite pour les achats. Ce qui fait que souvent quand on paye à Paris un loyer, ça nous revient beaucoup moins cher que ce qu'on payerait en mensualité de crédit pour le même appartement. À Marseille, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore moins cher de rembourser une mensualité de crédit que ce que l'on paye en loyer. Surtout que les loyers ont beaucoup augmenté sur ces dernières années. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'actuellement mes dépenses ressemblent pas mal à ce budget hypothétique, en sachant que j'ai un niveau de vie, ressenti plus élevé que ce que je propose dans ce budget-là. Et donc même si en étant propriétaire d'un bien, il y a des charges de copro, il y a des frais en plus que l'on va avoir, ils sont aussi compensés par le fait que la vie à deux est plus économique, puisqu'il y a beaucoup de charges qui sont mutualisées, même au niveau de la place que l'on prend dans un foyer. Par exemple, quand on habite à deux dans un logement, on n'a pas besoin d'avoir 2 toilettes, 2 douches, etc., 2 fours, des choses que l'on a besoin d'avoir, enfin pas forcément un four, mais en tout cas les toilettes et la douche. Quand on a un logement seul, il en faut quand même au moins un par personne puisqu'on est tout seul dedans. Mais voilà, ce sont des choses qui font que c'est vrai que vivre seul, ça peut coûter beaucoup plus cher. Ça dépend aussi de notre conjoint et de la vision de l'argent de notre conjoint. Parfois, on gagne plus à être seul qu'avec une personne qui a une vision de l'argent totalement différente de nous. Ça veut pas dire qu'il faut pas être avec la personne, hein. L'amour, c'est très important, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parfois des copines qui économisaient beaucoup plus avant de se mettre en couple parce qu'elles n'ont pas le même niveau de dépenses que leur conjoint, que parfois leur répartition des dépenses est assez inégale. Donc voilà, ça dépend aussi sur tout ça. Et c'est vrai que parfois en couple on peut se motiver à faire plein de projets qui peuvent coûter beaucoup d'argent aussi. Donc ça dépend vraiment des situations. Et pareil, quand on est seul, célibataire, on peut quand même habiter en colocation et avoir un peu les avantages du fait de mutualiser des espaces et donc économiser pas mal d'argent aussi, ça dépend vraiment. Ça me ferait donc un reste mensuel par rapport au SMIC de 466 €, ce qui représente environ 5600 € sur un an. C'est en partant du principe que je travaille tout le long et que je n'ai pas d'accident de la vie en cours de parcours ou juste même, je sais pas, être au chômage ou ce genre de choses, ce qui viendrait amputer mes revenus d'une partie. Et encore, c'est en supposant que j'ai travaillé assez longtemps pour cotiser pour le chômage, puisque là, ça fait des années que je ne cotise plus pour le chômage étant auto-entrepreneur. Mais voilà, là on va se baser sur le fait que je reste au SMIC tout le long. Après il y a des choses que j'ai pas comptées en avantages que je pourrais éventuellement avoir, mais on va se baser sur le fait que j'ai pas d'accident de la vie, on va toucher du bois, mais en sachant que je me base sur le fait de vivre sur 2/3 de mes revenus, ce qui me laisse cette petite marge de 1/3 justement de modulation. C'est souvent ce qui se produit quand on est au chômage par exemple, souvent on perd à peu près 30%, 35% de ses revenus. Donc dans ce cas-là, ça fait que je pourrais quand même vivre dessus, mais beaucoup moins épargner. Mon but premier, ce serait d'établir une épargne de sécurité, donc au moins 3 mois de dépenses. Pour moi, c'est vraiment ce qui serait très important. En étant auto-entrepreneur, je considère que j'ai besoin d'avoir plus que 3 mois de dépenses de côté. En étant salarié, je trouve que 3 mois c'est bien. Donc ça représenterait environ 3000 €. Si j'y suis éligible, normalement oui, peut-être pas dès le début, mais au bout d'un moment, normalement j'y serai éligible. J'ouvrirai un livret d'épargne populaire pour constituer cette épargne de sécurité. Et sinon, il y a tout ce qui est livret A, LDDS, etc.
Donc normalement ça devrait prendre environ 6 ou 7 mois pour constituer cette épargne de sécurité. Ensuite j'essaierai d'investir un petit peu mon argent. Donc actuellement j'ai une préférence pour le PEA, mais ça pourrait être aussi une assurance vie ou ce genre de choses. Le PEA ça permet de pas forcément y toucher pendant 5 ans, enfin si on veut vraiment le retirer on peut, mais c'est fiscalement avantageux de laisser au moins 5 ans sur son PEA. Je garderai bien évidemment aussi de l'épargne accessible sur livret en plus de mon épargne de sécurité. Je partirai donc sur une hypothèse de taux d'intérêt moyen de mon épargne de 5% par an sur 5 ans, ce qui représenterait quand même 31 000 € au bout de 5 ans, dont 3 000 € d'intérêt composé, ce qui est vraiment pas mal, en sachant que si je m'étais basée sur le fait de toucher les APL et la prime d'activité, je pourrais avoir 48 000 €, dont 5 000 € d'intérêt composé. Et pour faire grandir mon patrimoine, puisque le but ici de cette vidéo c'est de vous parler de comment moi je construirais mon patrimoine en partant de ce revenu-là, c'est que j'aimerais investir dans l'immobilier. C'est pas forcément ce que tout le monde veut, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Moi j'aime beaucoup l'immobilier parce que j'aime l'idée de pouvoir vivre dans mon investissement si jamais un jour j'ai un problème, même si entre temps j'habite plus dedans, etc. En cas de problème, je trouve ça bien de pouvoir y revenir et d'avoir cette possibilité-là, mais c'est pas forcément ce qui nous tente tous. L'immobilier ça a aussi plein de défauts, c'est pas forcément un revenu aussi passif que ce qu'on pourrait le croire quand on a des revenus avec, parce qu'on a quand même du temps à passer dedans, de la charge mentale, etc. Ou alors on délègue, mais dans ce cas-là on gagne beaucoup moins avec aussi. Mais en tout cas, dans ma vision des choses, mon objectif un petit peu pour commencer à construire mon patrimoine, ce serait d'investir dans l'immobilier. J'aurai donc une capacité de remboursement maximum si je suis toujours sur un salaire de 1 440 €, ce qui est peu probable parce qu'avec le temps, normalement le SMIC devrait être revalorisé, malheureusement pas autant que ce que je trouve qu'il devrait être revalorisé, mais il y a quand même environ 1 ou 2% d'augmentation par an, mais on va rester sur 1 440 € parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent changer en termes de budget, donc je veux pas non plus qu'on s'éparpille trop. Ça me permettrait de rembourser 490 € par mois maximum sur 25 ans si j'emprunte à 3%, donc en se basant sur le fait que les taux d'intérêt soient à 3%, ce qui n'est pas non plus improbable, il se pourrait que ce soit à moins puisqu'actuellement c'est en train de redescendre, mais honnêtement personne ne peut prévoir où en seront les choses dans 5 ans. On va donc partir sur 3%, ça me donnerait une capacité d'emprunt de 95 000 € à rembourser sur 25 ans. Si cette simulation se passe dans ma vie et qu'on parle dans 5 ans, je n'aurai plus envie, je pense, de vivre dans un studio. Donc au niveau de mon investissement, je me dirigerai vers un bien plutôt de 30-35 mètres carrés, même si évidemment un studio aurait pu être plus intéressant puisque ça m'aurait permis d'emprunter moins, parce qu'actuellement dans les quartiers qui m'intéressent, pour un studio quand même de taille convenable, on est plutôt dans les 75 000 €. Mais je pense que je serais plus intéressée, comme je vous le disais, par le fait d'avoir une petite chambre, donc plutôt un T2, un appartement donc de 30-35 mètres carrés, la capacité d'avoir un canapé lit pour accueillir des amis, avoir de l'intimité, potentiellement avoir un changement de vie aussi. Je trouve que ce serait plus adapté. En tout cas, je vous l'ai dit, cette simulation de budget, elle colle à ma personnalité et pas forcément à tout le monde. Actuellement, ce type de bien va se trouver dans les quartiers qui m'intéressent entre 90 000 et 110 000 €. Je me base sur une potentielle augmentation du coût de la vie. Il est très probable que le prix de l'immobilier ait augmenté, même si encore une fois, on n'en sait rien. Et donc, je me base donc dans mon estimation sur un prix du bien plus les frais de notaire à 122 000 € dans 5 ans. Donc pour emprunter 95 000 € qui viennent s'ajouter à mon apport de 31 000 €, j'ai maintenant un crédit de 478 € par mois. Ce qui est un poil plus élevé que mon loyer, mais surtout je vais avoir des charges en plus, évidemment. Je vais me baser sur les charges de l'appartement que j'ai actuellement dans Marseille, de 40 mètres carrés, qui me reviennent environ à 100 € par mois. Ça veut dire qu'on va pouvoir enlever à peu près 100 € par mois à ce que je serai en mesure d'épargner chaque mois. Mais par contre, mon patrimoine, lui, va quand même augmenter, puisqu'il y a une grosse partie de cette mensualité que je paye, qui revient à peu près au loyer que j'avais avant, qui part tout simplement dans le remboursement du crédit, et donc dans l'augmentation de ce que je possède de cet appartement, et qui n'appartient plus à la banque au fur et à mesure du temps. Je peux donc épargner 100 € de moins par mois, ce qui me fait 4 400 € de potentiel d'épargne par an, que je vais toujours placer de manière assez diversifiée, en gardant de l'argent pour de potentiels travaux aussi, puisque une fois qu'on est propriétaire, c'est vraiment une chose à laquelle il faut penser. Il peut y avoir des travaux de copropriété ou autres frais à prendre en compte. Ça me reviendrait donc sur 10 ans à 58 000 € de côté, en sachant qu'il y aurait 12 000 € qui auraient été générés par les intérêts. Je peux aussi à ce moment-là décider de moins épargner et d'augmenter mon niveau de dépenses, c'est totalement au choix.
Et donc à partir de là, si ma situation change ensuite, j'ai plusieurs options devant moi. Si par exemple j'ai envie de revendre mon appartement pour acheter plus grand, au bout de quelques années, ça me permet de revendre l'appartement, potentiellement de faire une plus-value, même si bon, on sait jamais sur ça, mais surtout de récupérer normalement ce que j'ai remboursé en crédit, enfin pas tout, mais une partie de ce que j'ai remboursé, et ça me permet donc de compléter mon apport pour acheter un plus gros appartement ou une maison ensuite, etc. Ou selon le changement de situation que je peux avoir. Si à un moment je décide de fonder une famille et que voilà j'ai envie de changer de lieu de vie, etc., ça me donne du choix pour plus tard. Et si jamais c'est vraiment pas le bon moment pour vendre ou que je n'ai pas envie de vendre aussi, je peux mettre cet appartement en location et dans ce cas-là, si je me base sur les prix actuels du marché, ça va être autour de 550 à 650 € par mois, en sachant que là, si on parle de quelque chose dans 10 ans, il y a quand même de fortes chances que ce soit bien plus cher que ça, mais ça permettrait dans tous les cas de rembourser la mensualité du crédit, potentiellement en totalité, de rembourser les charges aussi et peut-être même de tirer un petit bénéfice qui vient s'ajouter à la capacité d'épargne ou à la capacité d'emprunt pour un autre projet aussi. En conclusion, je sais que tout ceci reste hypothétique, c'était vraiment pour vous montrer mon cheminement de pensée, comment j'envisage les choses, mais il est évident que ça colle à ma personnalité, à ce que j'aimerais faire et qu'on n'a pas tous les mêmes situations de départ. Là, je suis partie d'une situation de départ neutre, c'est-à-dire que je pars du principe que j'ai ni épargne ni dette, mais je sais que rien que le fait d'avoir une situation neutre, c'est déjà un privilège parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance et je suis pas du tout en train de vous dire que c'est facile à faire, que si vous vous en sortez pas c'est de votre faute, etc. C'est vraiment pas ça, c'est juste pour exposer ce que moi je ferais et s'il y a des choses qui peuvent vous aider, vous inspirer ou qui peuvent voilà, vous donner une petite idée, ça peut être bien, peut-être que ça ne le sera pas le cas, mais voilà, en tout cas c'est vraiment pas pour faire que qui que ce soit se sente mal face à cette vidéo là. Parfois, peut-être que vous avez déjà des dettes à régler, que vous avez eu des accidents de parcours, que vous avez des proches qui dépendent de vous et que vous devez aider, que vous avez des enfants aussi. Je suis partie de l'hypothèse d'un cadre de vie où je n'ai pas d'enfant, mais après ça dépend totalement, c'est juste que j'avais pas envie de m'inventer un enfant parce que je ne connais pas les dépenses précises que j'aurais si j'avais un enfant. Et je suis aussi partie du principe que voilà, je gardais des loisirs, etc. Mais me connaissant, je peux avoir tendance à être très extrême quand j'ai un objectif en tête. Voilà, ça me dérangerait pas de partir sur des choses où je serais plutôt dans une colocation pour payer le moins cher possible, ou sur l'alimentation, je ferai en sorte de manger le plus possible dans le restaurant dans lequel je travaille, et pour le reste de faire de la récup, par exemple si je suis en centre-ville, parce qu'il y a franchement vraiment moyen de trouver la récup de magasins bio, etc. C'est ce que je faisais avant, j'allais récupérer des tonnes de fruits et légumes à la fermeture des magasins bio, ça demandait de l'organisation, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je mangeais pour vraiment pas cher. En fait, d'un point de vue financier, notre monde fonctionne énormément avec les intérêts composés, ce qui fait que finalement, chaque acte que l'on fait au début d'un parcours va avoir beaucoup plus d'impact qu'un acte que l'on fait en fin de parcours ou en milieu de parcours. Et donc, par exemple, ça vaut pour les efforts que l'on fait, qui peuvent avoir vraiment des effets décuplés sur le long terme. Par exemple, si j'avais acheté une voiture au moment où j'ai eu mon permis il y a 10 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je n'aurais pas, et pas simplement du montant d'une voiture en fait, ça aurait été des effets cumulés assez importants. Et inversement, le fait d'avoir commencé à épargner jeune, je sais que ça m'a donné énormément de privilèges aussi, mais c'est pas parce que là actuellement vous considérez que vous n'êtes pas en début de parcours que c'est pas faisable. Vous êtes au début d'un autre parcours, ce que vous faites maintenant aura de l'impact pour plus tard. Il y a des choses qu'on a faites dans le passé que des fois on peut pas changer, c'est pas la peine de remuer tout ce qui a pas forcément été fait parfaitement. Je vois parfois des commentaires qui me disent mais je regrette de pas avoir fait ça à tel âge, etc. En fait, je pense qu'on en a tous et dans tous les cas, peut-être qu'on n'a pas économisé à ce moment-là, mais qu'on a énormément profité aussi, qu'on a engendré plein de souvenirs et que ça aussi c'est super important et qu'aujourd'hui ça nous fait du bien de l'avoir fait et que justement ça peut nous permettre de moins dépenser sur d'autres points parce qu'il y a des choses qu'on a déjà faites plus jeunes. Enfin vraiment, je veux pas que ce soit quelque chose qui vous amène des pensées négatives ou de regrets ou quoi que ce soit, mais juste que ça puisse vous donner envie de faire des choses pour après qui peuvent vous servir. Peut-être qu'actuellement vous n'avez pas toutes les possibilités pour faire absolument tout ce que vous voudriez faire parce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a une vision de la vie différente de vous, que vous avez différentes contraintes dans votre vie, mais parfois il y a toujours des petits points qui mis bout à bout peuvent avoir un énorme impact sur le long terme. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, me dire ce que vous feriez dans cette situation. Si c'est votre situation, qu'est-ce que vous mettez en place qui peut vous permettre d'augmenter votre patrimoine? Est-ce qu'il y a des choses qui sont actuellement plus compliquées pour vous pour construire ce patrimoine? Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, je trouve qu'il y a parfois beaucoup d'entraide dans les commentaires et parfois juste partager nos astuces de la vie, ça peut énormément aider. Le tout en restant bienveillant, évidemment, on a tous des situations différentes, on n'a pas tous envie d'appliquer les mêmes choses.
Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez déjà me soutenir mais aussi ne rien manquer de mes prochains contenus. Je sors environ une vidéo tous les 5 jours. Je suis aussi sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. J'ai aussi un podcast. Et c'est tout pour moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!